reprendre après cette pause. Je vous invite vraiment de voler littéralement des tropiques au grand nord américain et russe avec la conférence de Nastasia Martin, que je vous présente très brièvement. Nastasia est docteur en anthropologie sociale de l'HESS de Paris sous la direction de Philippe Descola et elle travaille dès lors avec l'équipe du laboratoire d'anthropologie sociale de Paris. Dans le cadre du terrain d'études relative à sa thèse en anthropologie, elle a effectué un terrain de 2 ans avec les chasseurs Gwich'in en Alaska, donc dans le nord-est du pays. Le livre issu de sa thèse, bon, que je t'ai caché parce que tu m'as provoqué. est publié à la découverte en 2016 avec le titre « Les âmes sauvages », a reçu le prix d'histoire et sociologie Louis Castex de la prestigieuse Académie française. Dans le cadre d'une postdoctorat en 2014 financée par la Fondation Thyssen au King's College d'Aberdeen, donc invitée par Tim Ingold, elle a commencé une recherche comparative entre les sociétés chasseurs d'Alaska et celles du Kamtchatka en Russie. Aujourd'hui, elle va nous parler de l'instabilité des mondes et réponses animistes, comment les chasseurs-pêcheurs du Pacifique Nord font face aux métamorphoses environnementales et aux politiques d'assimilation des États. Bonne conférence à tout le monde et je te laisse la parole. Merci. Bon, je voudrais d'abord remercier Pierre Leroux et Jérémy Alcometti de m'avoir invité à ce séminaire. Je suis ravie d'être parmi vous et d'intervenir, d'avoir le plaisir d'intervenir aux côtés d'Anne-Christine Taylor. Alors, je vais me permettre de subvertir un petit peu le titre du séminaire sur les non-humains d'exception. Et je vais vous proposer aujourd'hui d'entreprendre un petit voyage avec moi dans le Pacifique Nord auprès d'humains qui ont fait des choix d'exception pour se relier de nouveau aux êtres non-humains qui comptent pour eux. Alors, je commence. C'est un jour d'hiver comme tant d'autres dans la forêt à Fort Yukon. Avec Dacho et Clint, chasseurs Gwich'in, nous marchons sur un épais tapis de neige sous le couvert des arbres. Nous nous dirigeons vers, m'a-t-on dit, une curiosité d'intérêt local. Au détour de la trace, nous débouchons sur une clairière, au centre de laquelle se trouve une énigmatique et imposante sphère blanche et facetée, juchée sur une structure métallique, dotée d'une échelle pour y monter, l'ensemble atteignant une dizaine de mètres de haut. En m'informant sur cette curieuse infrastructure, je fais plusieurs découvertes importantes. J'apprends que, premièrement, c'est un radar de surveillance directement pointé sur la Russie. Que, deuxièmement, il est toujours en service, en témoignent les 2 employés américains hirsutes qui sortent du vaisseau pour nous saluer. Et que, troisièmement, d'identiques sphères de contrôle trônent dans tous les autres villages indigènes en Alaska. Clint ironise, le sourire aux lèvres, en pointant son doigt vers la sphère. « Ça, dit-il, c'est l'Amérique qui s'assure que les Russes n'essaient pas de leur reprendre l'Alaska. » Je lui demande d'un geste de tête de continuer. Il m'explique alors qu'il sait de sources sûres qu'en Sibérie, les Russes disposent des mêmes équipements pointés sur l'Alaska américaine, qu'ils sont aussi positionnés dans des villages indigènes. Dacho, l'autre chasseur, regarde la sphère, pensif. Après un silence, il dit « Chaque fois que je viens ici, je me demande ce qu'ils en pensent, de l'autre côté du détroit. » Son regard croise le mien, il détourne les yeux, les pose à nouveau sur le radar. Il reprend en baissant la voix. Quand il passe devant, en partant à la chasse. Il arrive parfois sur un terrain, rarement il faut l'avouer, que des points de détail se transforment en fulgurances qui peuvent faire prendre à votre travail ou à votre vie un tournant décisif. Le questionnement de Dacho ce jour-là est de cela, et ses implications se sont mises à m'obséder littéralement. Les indigènes de l'autre côté du rideau de glace résistaient-ils à l'institution politique de la même manière qu'en Alaska subarctique ? Comment continuent-ils à exister en tant qu'eux-mêmes, tout en étant saisis par des dynamiques politiques et écologiques globales qui les dépassent largement ?
Les réponses qu'ils proposent au monde tel qu'il est en train de se métamorphoser résonnent-elles avec celles de leurs voisins alaskiens, malgré les oppositions historiques entre les deux territoires? C'est pour répondre à ces questions préliminaires que j'ai entamé un projet comparatif au Kamchatka il y a 4 ans. Donc, je vais juste vous montrer. Donc, les Gwich'in, en fait, sont dans cette région-là. Voilà, le Kamchatka qui est là, mais je vais décrire un petit peu plus. Vous voyez le point rouge là? Je sais pas si. Bon, bref, voilà. Alors vous allez me demander, mais pourquoi choisir le Kamchatka comme point de comparaison et pas, par exemple, la région de Welen, ici, en Tchoukotka, qui est en effet plus directement en face que l'Alaska. Alors d'abord, par goût des contingences historiques. En effet, les premiers découvreurs entre guillemets de l'Alaska ne sont pas américains mais russes et partirent du Kamchatka emmenés par Vitus Bering. Leur première expédition en 1725 fut un relatif échec puisqu'ils ne découvrirent que la mer de Okhotsk, qui est cette mer intérieure ici, et le fameux détroit de Bering auquel l'explorateur donna son nom. Et ce n'est qu'en 1741, après avoir établi le peuplement de Petropavlovsk, la capitale du Kamchatka qui se situe ici, enfin, qui n'était pas encore qu'elle allait devenir la capitale du Kamchatka, qu'ils débarquèrent lors de la deuxième grande expédition en Alaska, par les îles en fait aléoutiennes qu'on voit ici, qui sont une ceinture volcanique qui remonte jusqu'en Alaska. Alaska qui allait rester russe jusqu'en 1867, avant qu'elle ne soit rachetée par les Américains pour la modique somme de 7 millions de dollars. Ce qui était même à l'époque très très peu en fait, mais les Russes n'avaient pas pris la mesure de la richesse en fait et de la grandeur même de ce territoire, parce qu'ils sont restés principalement sur les côtes. Donc, comme en Alaska, c'est la nécessité géopolitique de se réserver des espaces vides qui explique l'isolement du Kamchatka jusqu'au début des années 90. De zones militaires interdites servant au stockage des sous-marins russes et aux tests d'armement lourd jusqu'à l'implosion de l'URSS en 91, il s'est transformé, comme son voisin américain, en une icône de nature sauvage à travers les discours du gouvernement comme dans les cœurs des citoyens russes. Simultanément, il est devenu un gigantesque réservoir de ressources naturelles prêtes à être exploitées, sans toutefois perdre son statut d'avant-poste de surveillance de l'autre bloc. À bien des égards, le Far East du Kamchatka représente le miroir du Far West alaskien. Dernier bastion de nature sauvage, Alaska et Kamchatka condensent donc à l'heure actuelle nombre de tensions du monde moderne, depuis les conflits politiques des États rivaux qui se font face, en passant par les problématiques énergétiques incontournables dans ces régions, le pétrole en Alaska et le gaz au Kamchatka, jusqu'au bouleversement écologique qui ébranle les écosystèmes préservés et sauvages qu'ils sont censés abriter et contenir. Enfin, et c'est précisément sur ce point que mon projet comparatif a vu le jour, le Kamchatka recèle aussi aujourd'hui de sociétés indigènes qui vivent encore sous des normes différentes que les nôtres et qui sont porteurs d'une autre histoire, bien qu'impliqués aujourd'hui dans la nôtre aussi. Donc il existe voilà le Kamchatka, il existe 3 grands groupes indigènes au Kamchatka, les Koryak, qui sont répartis sur la côte est, hein, les Itelmen du centre et les Even qui sont répartis aussi plutôt dans le centre et de ce côté-là du Kamchatka. Donc les Koryak, groupe linguistique Tchouktcho-Kamchadal, les Itelmen aussi, qu'on présente, Koryak, donc qui sont des chasseurs principalement de grands mammifères marins et qui sont en fait aussi très proches des Tchouktches et aussi des Yupik et des Inupiaq qui vivent sur les côtes alaskiennes. Les Itelmen
qu'on présente comme les premiers habitants du Kamchatka, dont en fait il reste très peu de locuteurs italmens, ça se compte, c'est à peu près une dizaine, donc autant dire que c'est presque rien. Et les Évènes, qui sont de groupe linguistique Tungus, qui sont quant à eux traditionnellement éleveurs de rennes, et qui sont arrivés au Kamchatka au XVIIe siècle, a priori juste avant que les Russes n'arrivent jusqu'au Kamchatka, parce qu'ils ont migré, en fait, c'est une langue donc ils viennent de l'Altaï, ils ont migré à travers toute la Sibérie pour descendre assez tardivement dans le Kamchatka, qui a connu ses premières guerres, non pas avec les Russes, mais d'abord entre Évènes et Koryak principalement, qui sont venus en fait envahir le Kamchatka avant que les Russes n'arrivent. Donc, en réalité, pour entreprendre ce projet comparatif, je cherchais quelque chose de bien particulier, qui n'était pas forcément classique. Je ne voulais pas faire l'ethnographie de l'une de ces sociétés, comme je l'avais fait pour les Gwich'in, mais plutôt tester une intuition qui avait germé aussi sur le terrain en Alaska. Donc je garde arrimées au corps les paroles de Dacho en Alaska, qui disait que si une crise politico-économique majeure survenait en Alaska, certains Gwich'in, tels que lui, sa famille, seraient les premiers à quitter les villages pour repartir en forêt sur les traces des animaux qui les maintiennent en vie. Je suis donc partie au Kamchatka persuadée qu'ils, entre guillemets, existaient. Avec ce que je savais de la situation alaskienne et ce que je subodorais à partir de mes lectures sibériennes, entre autres pour les principaux Roberta Mayon, Morten Pedersen et Rein Willerslev, qui ont travaillé sur la question, j'imaginais qu'il y avait quelque part au Kamchatka un ou plusieurs collectifs indigènes repartis vivre en forêt après la chute du régime soviétique. En effet, les indigènes du Kamchatka, à l'instar des Gwich'in côté alaskien, ont déjà été confrontés à un affaissement sans précédent du système politique et économique dans lequel ils étaient insérés au début des années 90. Suite à l'implosion de l'URSS, ils durent réagir à l'effondrement brutal de leurs élevages de rennes et à l'arrêt complet des ravitaillements en vivres des kolkhozes dans lesquels ils vivaient. J'ai appris qu'il existait bien un clan familial évène reparti vivre en forêt, alors que je me trouvais dans le village du Nord, à Esso, qui se trouve au bout de la seule route qu'il y a au Kamchatka, qui relie Petropavlovsk à Esso, par ici, et qui est un ancien kolkhoze qui rassemble principalement Koryak et évène. Évidemment, comme à chaque fois que quelque chose d'intéressant se trame quelque part, la plupart des personnes que vous rencontrez au préalable vous dissuadent formellement d'y aller. À Esso, donc, on me présenta les reliques de la culture évène et koryak dans les musées et les maisons de la culture. Les formations de danse folklorique sur les scènes de spectacle. Alors, pardon, ça je vous le montrerai après. Voilà, un exemple de festival de danse folklorique. Sans oublier les ateliers de fabrique d'objets et d'habits dits traditionnels, que vous pouvez observer ici. Lorsque je cherchais à m'informer sur ce clan familial évène reparti en forêt, on me les présenta comme une bande de renégats, de parias, qui avaient fait un choix que personne au sein de leur communauté n'avait soutenu, qu'ils étaient bizarres, et qu'en plus ils avaient perdu l'essence de leur culture, puisqu'ils ne dansaient plus et qu'ils ne participaient plus à la fabrication du folklore, qui, il faut quand même le rappeler, à l'heure actuelle au Kamchatka, est par la suite exposé et ou vendu aux touristes de plus en plus nombreux dans la région. Mais il ne faut pas non plus penser que c'est quelque chose d'actuel. La question du folklore en Russie, c'est une question historique. Donc on voit ici le salut, l'image du salut au grand Staline, que je trouve cette image absolument révélatrice
parce qu'on voit donc en fait l'importance de cette diversité des cultures unies dans un idée qui marche tous vers cet idéal socialiste qui ici est représenté par le personnage de Staline, où on voit justement toutes ces différentes cultures qui en liesse unies dans un même État socialiste. Donc, bref, je reprends. Ce collectif reparti en forêt, donc, éveillait chez les indigènes restés au village une haine assez féroce. Aussi parce qu'ils s'étaient, quant à eux, réapproprié leurs droits de chasse et de pêche et ne dépendaient plus de subventions pour vivre. Alors, le collectif Even Dicha, donc, alors là, je vais peut-être, je ne sais pas si on va voir grand-chose, mais... Alors, qui se trouve... Alors, Esso, volcan Ichinski, et il y a en fait, on ne voit pas du tout, mais vous imaginez une rivière là qui descend jusqu'à la mer, qui s'appelle la rivière Icha, et en fait, eux sont revenus dans la forêt à ce niveau-là. Donc, ils comptent une centaine de membres, et donc ils vivent à 400 km de toute piste carrossable, dans la région d'Icha, à l'est du Kamchatka, à l'ombre du volcan Ichinski, qu'on ne voit pas ici, mais que vous imaginez. J'aurai une photo après à vous montrer. Donc il existe deux collectifs différents au sein de ceux que j'appelle ceux d'Icha, qui, bien que liés par la parenté, vivent dans la forêt pour des raisons a priori différentes. Les éleveurs de rennes d'un côté et les chasseurs-pêcheurs de l'autre, qui sont tous Even. C'est deux groupes, c'est un même groupe divisé en chasseurs-pêcheurs et éleveurs de rennes. Les premiers vivent dans des yourtes ou des tchoumas, des sortes de tipis, de yourtes qu'on peut déplacer plus facilement, avec lesquels ils nomadisent au gré des saisons en suivant les rennes autour de ce volcan. Et les deuxièmes sont établis dans des camps de chasse le long de la rivière Icha et vivent dans des cabanes en rondins. Alors, je crois que j'avais mis des photos pour vous montrer. Alors oui, ça c'est cet hiver. Bon, ça vous montre un petit peu la forêt, mais on ne voit pas grand-chose. Voilà une yourte d'éleveurs de rennes enfouis dans la neige. Et là, par exemple, c'est le camp de chasse de Tfayan dans lequel je travaille la plupart du temps, qui est le plus éloigné sur la rivière. Donc vous voyez un petit peu le genre d'habitat. Ah oui, bah voilà, vous avez le volcan autour duquel nomadisent les éleveurs de rennes. Alors, je vais faire un petit excursus pour que vous compreniez bien le contexte de ces événements repartis en forêt. Alors, les événements sont, d'un point de vue général, comme je vous l'ai dit au début, un peuple d'éleveurs de rennes. Vous savez que pendant la collectivisation, les événements ont eu une première fois ont perdu leurs rennes, puisque les micro-élevages familiaux qu'ils possédaient ont été collectivisés dans des grands troupeaux de 1000 à 2000 bêtes et redistribués dans ce qu'on appelle des brigades, indépendamment des liens affectifs tissés entre certains rennes et certaines familles. Une technologie d'élevage rationnel a été créée, pensée par les scientifiques, fondée sur une division du travail entre des professionnels spécialisés. Comme l'a monté mon collègue Charles Stepanov dans le cas Tuva en Sibérie, les itinéraires de ces brigades et leurs troupeaux sont dès lors dessinés par des zootechniciens, tout comme d'ailleurs les déplacements des danseurs folkloriques sur les scènes au village sont dessinés par des chorégraphes. À la chute de l'Union soviétique, les événements n'ont pas récupéré leurs rennes. C'est une entreprise d'élevage privée qui a repris tous les troupeaux du Kamchatka et qui a aussi reconduit le fonctionnement soviétique dans une large mesure, quoique obtenir une paye de misère dans un système capitaliste pose un problème un peu plus grand que ce qui était le cas pendant l'époque soviétique, des dires des éleveurs de rennes eux-mêmes. Ceux que les Even appellent donc eux-mêmes les éleveurs sont en réalité des bergers, salariés par l'entreprise qui détient les rennes. Ils nomadisent 11 mois sur 12 dans cette région que vous voyez ici, autour du volcan. Ce qui avait été entamé pendant la période communiste est aujourd'hui actualisé. Les micro-relations entre les hommes et rennes ont largement disparu au profit d'un élevage beaucoup plus intensif.
L'attention à l'individualité des animaux s'est quasiment perdue et donc aussi la familiarisation différentielle avec des tâches coopératives homme-animal, comme par exemple dans le cas des reines de monde. La communication avec les animaux est elle aussi très différente à l'heure actuelle, parce que si les cris et gesticulations des éleveurs sont devenus aujourd'hui une part du folklore du Kamchatka qui est médiatisé et connu, ils n'expriment en rien les chuchotements et murmures des évènes pour parler à leur reine encore quelques 50 ans en arrière, comme le raconte Daria, la chef de famille du camp de chasse où je travaille aujourd'hui. Alors, c'est pour résister à une telle relation au non-humain, ainsi qu'à la folklorisation de sa culture, que Daria, la chef du camp de chasse de Tfayan, que je vous ai montré, a décidé de faire un autre choix. Daria a 70 ans. Elle est fille d'éleveur de rennes. Elle est née en forêt, dans une yourte entourée de rennes, et a vécu l'époque soviétique de plein fouet. Elle a été envoyée dans un internat, comme cela se fait aussi en Alaska, d'ailleurs, enfin se faisait, pour apprendre le russe, abandonner sa langue et se familiariser avec sa nouvelle culture. Jeune adulte, elle est retournée au village d'Esso et elle a travaillé au kolkhoz, comme tout le monde, en prenant un emploi moderne. Elle est devenue pharmacienne. Sa mère, pendant ce temps-là, est toujours dans la forêt avec les rennes quand tout s'effondre et elle initie le mouvement qu'allait suivre tout le reste de la famille. Elle décide de rester sur les terres de l'ancien kolkhoz forestier de Tfayan, ancien camp de base des éleveurs de rennes, même lorsque les rennes lui sont retirées à la fin des années 70 parce que le kolkhoz n'est déjà plus rentable. La mère de Daria, Memme, morte il y a tout juste 4 ans, quand je suis arrivée sur le terrain pour la première fois, intime alors aux siens de redevenir chasseurs pour résister, plutôt que de se perdre dans la violence qui ravage les villages à cette période. Sa fille, Daria, ses frères, sœurs et leurs enfants partent tour à tour en forêt, et en 90, on ne croise plus un membre de leur famille au village. Ils ont réinvesti 3 camps de chasse le long de la rivière d'Itcha et vivent aujourd'hui en quasi-totale autonomie de chasse, de pêche et de cueillette. Donc, bien que principalement éleveurs de rennes, les Évers vivaient traditionnellement d'une économie mixte. Ils étaient, avant la collectivisation, éleveurs de rennes et chasseurs-pêcheurs. Les itinéraires de migration étaient décidés à la fois en fonction des besoins des rennes, mais aussi en fonction des besoins des familles, en gibier, en poisson, en bois. Pendant la période soviétique, spécialisation pour meilleur rendement oblige, ces activités étaient sinon interdites, très strictement codifiées et encadrées. Daria et sa famille se sont en fait servis de la dérégulation entraînée par la chute du régime et du passage chaotique à une économie capitaliste pour reprendre ces activités, tomber dans l'oubli et retrouver une ancienne manière d'exister. Pour eux, la crise économique a donc signifié cela, réinvestir la forêt, se réapproprier les notions qu'ils emploient très régulièrement d'autonomie, d'indépendance, de liberté, d'autosuffisance, et surtout de restaurer les relations perdues pendant une très longue période avec les non-humains. Leur exode montre que les villages indigènes du Kamchatka, censés incarner la résilience de ces sociétés et les efforts de l'État pour maintenir leur existence, ne sont pas parvenus à susciter un attachement unanime chez les populations autochtones. Certains groupes, tels que ceux d'Itcha, que je décris, considèrent que leur seul échappatoire se trouve dans la taïga, loin du contrôle gouvernemental et du folklore. C'est un tout autre rapport au monde qui a revu le jour, comme le résume Daria avec cette phrase que je trouve très évocatrice. « Un jour, la lumière s'est éteinte et les esprits sont revenus », dit-elle. Alors, évidemment, dire cela ne signifie pas qu'il faille qu'on puisse gommer la complexité et même l'équivocité de leur choix, même s'il peut paraître d'un premier abord complet et total. Aujourd'hui, la famille de Daria est aussi insérée dans une forme d'économie moderne, car même en forêt, ils ont besoin de se procurer un minimum d'argent pour pouvoir acheter les produits qui sont devenus essentiels
même dans ces régions. Produits modernes par excellence, la farine, le sucre, le thé, le tabac et le gasoil. Sans oublier les pièces de motoneige en hiver et les pièces de bateau à moteur en été. Donc pour se procurer cet argent, ils vendent des fourrures de renard et de zibeline, principalement de zibeline, à la sortie de l'hiver, et du caviar de saumon à la sortie de l'automne. Ce qui les met, comme vous imaginez, dans une position extrêmement intéressante pour moi, en l'occurrence, parce qu'ils se retrouvent au cœur et à la base d'un des commerces les plus florissants de notre modernité, l'industrie des produits de luxe, la mode et la gastronomie. Les éléments qu'ils sortent de leur bois au prix de grands risques et de grandes aventures finiront dans les assiettes ou sur les corps de ceux que l'on appelle les riches, quelque part loin de la forêt d'Itcha. Je voudrais citer Ivan, le fils de Daria, alors qu'il me commentait la question de la trappe aux zibelines il y a seulement quelques mois. Des fois, j'imagine la nana qui marche dans les rues de Milan avec son sac à main et la zibeline que j'ai tuée autour du cou ou comme manteau. Et là, j'imagine qu'au lieu de Coco Chanel, c'est l'odeur de la zibeline qui exalte sa fourrure qui la suit dans les rues italiennes. Ivan rit aux éclats. Il reprend plus sérieux. Je ne lui en veux pas de ne pas connaître le parfum de la zibeline, ni les formes de ses pattes dans la neige, ou les manières qu'elle a de sauter d'arbre en arbre, les cercles concentriques qu'elle fait dans la neige pour duper son chasseur. Je lui en veux pas parce que grâce à elle, j'ai un pied dans votre monde, à vous, conclut-il. On pourrait croire qu'une telle attitude commerciale correspond mal avec l'idée qu'on se fait de la cosmologie animiste telle que on a pu la décrire dans cette région et dans le Pacifique Nord. Et pourtant, il n'en est rien. Cet hiver, Daria me disait la chose suivante, en dépeçant la zibeline que son fils, Ivan, venait justement de tuer. Donc elle est en train de dépecer la zibeline et on commence à voir la peau est à moitié descendue sur ses pattes avant sont visibles, la chair à vif. Chaque fois que je vois son corps nu, sans ses vêtements, je me rappelle que c'est une personne, comme moi. Voilà. Une petite pépite révélatrice qu'on sait. Nos précurseurs ici ne se sont pas vraiment trompés sur la question de la cosmologie animiste. Donc pour continuer à soulever cette question du compositionnisme dont font preuve les événements d'Itcha, je voudrais revenir sur les relations entre le clan donc des chasseurs, chez lesquels j'ai principalement travaillé, et ceux qui sont restés éleveurs, qui sont, comme je vous l'ai dit, leurs cousins proches ou lointains, mais qui ont fait un autre choix. Donc évidemment, ces deux groupes troquent de la viande pour du poisson, s'échangent des vivres que la compagnie d'élevage envoie par hélicoptère aux éleveurs de rennes lorsque la pêche au camp de chasse est fructueuse, ce qui profite aux uns et aux autres. Mais surtout, je voudrais revenir à cette première intuition de départ que j'ai eue, qui était à vrai dire la plus évidente, qui consistait à dire que le collectif Even qui travaillait avec les rennes était à la solde des entreprises d'élevage, alors que ceux qui étaient redevenus chasseurs, donc la famille de Daria par exemple, avaient quant à eux fait un véritable choix subversif et individué face à l'institution en redevenant chasseurs. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que je me suis trompée. D'où l'importance, encore une fois, d'essayer, dans notre travail d'anthropologue, de ne pas s'en tenir uniquement aux rapports de force évidents, historiques, politiques, économiques, mais de s'intéresser aussi et peut-être surtout aux formes discrètes. Donc je me suis rendu compte cet hiver qu'il existait une toute autre raison qui motivait le choix des éleveurs de vivre 11 mois sur 12 dans la forêt plutôt qu'au village avec leurs femmes et leurs enfants. Donc c'est un entretien avec Chander, le cousin d'Ivan, le neveu de Daria, qui m'a fait prendre conscience de l'incapacité de mes catégories théoriques à contenir ce qui sous-tend les raisons d'une trajectoire, d'un choix ou d'une existence comme la sienne.
Il venait de m'expliquer, le rouge aux joues, que lorsqu'il rentrait au village, même si l'entreprise était censée les payer, alors les payer c'est un grand mot parce ils sont censés gagner l'équivalent de 300 euros par an, ce qui même là-bas est très peu. Parfois, elle ne les payait pas du tout, et que là, par exemple, ça faisait 1 an qu'ils étaient sans paye, et que les employeurs disaient qu'ils devaient se satisfaire de manger gratuitement dans leur forêt, juste pour faire ce qu'ils avaient toujours fait, nomadiser avec leur reine. Alors, je lui ai donc posé la question suivante qui me paraissait évidente. Et dont sa réponse, en fait, m'a complètement fait sortir de ses gonds mes élucubrations. Alors, je lui ai demandé si tu pouvais choisir une autre vie, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu abandonnerais les rennes? Et il m'a répondu, ce n'est pas les rennes la question, c'est la forêt. Je suis dans la forêt depuis que je suis petit, je ne peux pas m'absenter longtemps. Je lui ai demandé, pourquoi ne peux-tu pas t'absenter longtemps? Il m'a répondu, je ne sais pas. Quelque chose me retient ici. Je veux toujours revenir dans la forêt. J'ai ça dans le sang. Je ne peux plus m'en passer. Au camp de chasse ou à la yourte avec les rennes, c'est pareil. On a la même chose dans le ventre. C'est pour ça qu'on est là. Alors, je vais juste regarder combien de temps il me reste. Alors, ça peut paraître bateau comme réponse, mais en fait, pour moi, ça ne l'est pas du tout. Parce qu'en fait, Chander, il faut s'imaginer les conditions dans lesquelles vivent ces gens. Chander est en train de dire qu'il existe quelque chose de plus ancien, de plus primordial. Je ne pense pas faire une extrapolation trop grande en disant ça. Par et avec lequel, malgré les enjeux économiques, politiques dans lesquels il est inséré, par et avec lequel il continue de se définir en tant qu'être humain. Alors, je voudrais peut-être... ça risque d'être un petit peu trop long, mais on pourra revenir sur les questions. Ça, j'en reviendrai sur les questions. Donc, pourquoi... qu'est-ce que j'entends par réponse animiste aux politiques assimilationnistes et au changement climatique, même si là, j'ai pas parlé, comme vous l'avez vu, j'ai surtout parlé en fait des politiques d'État et je n'ai pas parlé du réchauffement climatique. C'est un des sujets principaux de mon livre sur l'Alaska. La question du réchauffement climatique est très présente elle est un peu moins présente qu'en Alaska, mais je vous propose, on peut y revenir en fait dans les questions. Donc, pourquoi le retour à la forêt pourquoi est-ce que je considère que le retour à la forêt, tel que par exemple les Evendicha l'ont choisi, est un choix subversif, même s'il est complexe et ne peut, comme on le voit, pas être abordé de manière unidimensionnelle. Parce que c'est justement un retour dans une zone limite, une zone d'entre-deux, une zone où d'autres dialogues sont possibles. Et pour bien comprendre ça, on peut, pour finir, après on élargira, revenir sur la question fondamentale du rêve. Alors, Daria m'a dit à maintes reprises que l'une des raisons principale qui l'a poussée à repartir en forêt était liée au fait que lorsqu'elle vivait dans le village, elle se sentait incapable de rêver et donc, comme elle le dit elle-même, d'y voir clair.
qu'il n'y avait pas de chevaux ni de poissons qui peuplaient ses rêves à Esso, mais qu'il n'y avait que des relations interhumaines qui ne disaient rien de ce qui allait potentiellement se passer dans l'avenir. Ce qui résonne, je trouve, extrêmement bien avec ce que Clarence, de mes interlocuteurs privilégiés en Alaska, m'avait dit lorsque il s'éloignait du village avec sa tente sur le dos, et lorsque je lui demandais mais où tu vas comme ça, il disait je vais dans la forêt pour rêver parce qu'ici j'entends rien, il y a trop de fuss, il y a trop de comme des grésillements, en fait il décrivait ça comme une radio qui grésille et qui faisait qu'on en fait on n'arrivait pas à se communiquer avec les non-humains qui pouvaient nous donner des informations importantes. Alors, à Tfayan, au Kamchatka, les rêves ne sont pas toujours de pure projection. Daria dit des rêves souvenirs ou des rêves désirs pour définir ces rêves projections. Il existe d'autres rêves qu'on ne contrôle pas, mais qu'on attend, parce qu'ils établissent une connexion avec le dehors et ouvrent la possibilité d'un dialogue. Ce sont les rêves où les animaux viennent à nous, ou alors nous qui allons vers certains animaux. Pourquoi c'est important pour Daria ? Parce qu'ils permettent aux humains, comme elle le dit, de s'orienter pendant la journée. Ils donnent une indication de la tonalité, sinon de ce qui va se passer, plutôt de la tonalité des relations à venir. Rêver avec, c'est donc être informé. C'est pour ça qu'on guette toujours ceux qui reviennent d'un long voyage, d'une longue chasse, d'un long ailleurs. C'est aussi pour ça que Daria et les siens sont repartis vivre en forêt. Et c'est toujours pour la même raison, je crois, que lorsque moi je suis là-bas avec eux, Daria m'espionne en pleine nuit et étudie les signaux qui ne trompent pas, tremblements, mouvements brusques, gémissements, sueur. Le rêve en forêt représente une zone liminaire dans laquelle on peut reconstruire une relation sans être dans des dynamiques de contrôle. Un espace de dialogue qui est permis parce que justement on baisse la garde pour se laisser pénétrer par des externalités, ce qui nous permet de plonger dans le monde de l'autre s'il vous y invite. Revenir ou remonter, comme l'exprime très bien l'histoire alaskienne de l'homme aveugle qui remonte des profondeurs du lac dans lequel l'a amené le plongeon Huard, avec une vision renouvelée sur le monde. Devenir au réveil cet homme qui recouvre la vue en réouvrant ses yeux. Il s'agit donc, en Alaska comme au Kamchatka pour ceux qui ont fait ce choix, d'aller chercher dans les bras de l'autre les éléments nécessaires à sa propre métamorphose, de se décaler par rapport à ce qu'impose la normalité historique dans laquelle on se trouve, pour recommencer à rêver avec. J'ai encore plein de trucs à dire, mais je préfère m'arrêter là et vous donner la parole pour qu'on puisse discuter. Voilà. Romain de l'image, mon master d'ethnologie. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai une question parce que vous avez utilisé le terme clan une fois dans votre propos. Et je voudrais savoir, du coup, la place du renne dans leur système de compétences, si vous pouvez en dire plus là-dessus. Et si par hasard il y aurait un mot qui désignerait à la fois la chair de l'animal et la chair du clan. À l'heure actuelle, j'ai utilisé le mot clan parce que c'est un mot qu'ils utilisent eux-mêmes, mais en fait, il y a eu quand même
comme j'ai essayé de le dire, les relations, les micro-relations hommes-reines ont été vraiment sapées par le régime communiste. Et moi, j'ai posé ce genre de questions aux événements avec qui je travaille et j'ai pas eu de réponse à ce sujet. Pas quelque chose qui. Ils parlent plus aujourd'hui de clans familiaux, mais il n'y a pas de système de moitié ou autre. En tout cas, c'est quelque chose, en tout cas, à l'heure actuelle, qui a disparu. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis au Master 2 d'ethnologie. Je me posais une question par rapport au fait de rêver. J'ai l'impression que d'être chasseur-pêcheur, ou d'être. Là, c'est du berger, de rêve, je ne sais pas comment dire ça. C'est très lié à la solitude. Et je me demande si le rêve, c'est lié à la solitude, c'est une forme de silence. Il y a des mots comme ça qui sont revenus en même temps. Ouais, si, c'est une question très pertinente. Je pense que oui. Je pense que oui parce que même dans le camp de chasse isolé de Tfayan, le fait de vivre dans une yourte ou dans une cabane à une dizaine, au bout d'un moment, Daria par exemple dit qu'au bout d'un moment, ça affecte sa capacité à rêver, que le fait de partir, notamment lors des grandes chasses où on va partir et on va faire des camps avancés, lui permet justement de rêver plus précisément. Donc oui, je pense que c'est lié, mais après, voilà, il faut s'imaginer que même si là sur cette photo on voit un homme tout seul au milieu des rennes, la vie dans une yourte est tout en fait sauf solitaire. On est vraiment plutôt même les uns sur les autres. Voilà, on vit ensemble H24 et dans la promiscuité, ce qui fait que il y a quand même c'est une toute autre manière d'être ensemble, notamment quand les gens dorment. Il y a un respect très très grand de sorte de, même si c'est tout petit, d'un espace vital qu'on ne dépasse pas et qui permet en fait de se reclure dans une forme de solitude malgré ce vivre ensemble dans la promiscuité, quoi. Ce qui fait le lien avec la communication précédente finalement, puisque on retrouve dans ces climats très froids, je pense au livre de Mallory aussi, mais aux autres, les âmes sauvages aussi, où vous racontez un peu la vie aussi des Chines, et Mallory qui évoque les Esquimaux polaires, qui dit, dans les années 50, avant que les Américains débarquent avec leur base évidemment, mais où dans l'igloo, dans le camp, dans la maison d'habitation, même que ce soit en glace ou en cuir, ou en bois, on va pas, les gens vivent assez nus à l'intérieur, Oui, et dans une grande promiscuité, c'est et vrai. il faut vivre avec ça. Alors à la fois il y a une sexualité bon, alors oui, je voudrais juste je voulais tout à l'heure répondre sur ce que tu disais. C'est assez similaire en fait de ce que tu expliques en Amazonie. Là, pour définir l'acte sexuel, on dit ils sont partis se promener, ou ils sont allés se promener, ou alors ils sont allés en forêt, ou alors ils sont allés chasser. Voilà. Mais on dit en Amazonie. Voilà, ils vont chasser. Ils sont où? Ils sont allés chasser. Ah bon, d'accord. Mais j'aime bien le chasser. Bon, c'est classique, mais ils sont allés se promener. C'est vraiment quelque chose qui revient. Et bon, bah, bien évidemment, en fait, le fait d'aller chasser, c'est vraiment l'excuse par excellence. On part chasser. De fait, chez les Évènes, ce qui est beaucoup moins le cas chez les Gwich'in, les femmes chassent aussi. Et il y a vraiment une répartition des tâches qui est très partagée. C'est-à-dire que les hommes font la cuisine, lavent le linge aussi. Les femmes chassent, dépècent les animaux aussi.
Et il n'y a pas de... Enfin, disons, quand une femme est dans le camp, c'est plutôt elle qui va cuisiner, mais c'est pas du tout exclusif. C'est voilà, c'est très, très, très partagé. Donc, ce qui fait qu'on peut voir un homme et une femme qui partent à la chasse de manière... ça n'a rien d'aberrant, sauf que tout le monde sait très bien si... Bon, ils n'ont pas forcément d'ailleurs besoin d'être mariés, c'est assez libre en fait les rapports là-bas. Voilà, tout le monde ne se fait pas trop d'illusions sur la question de est-ce qu'ils vont ramener du gibier ou pas. Mais ce qui provoque pas mal de blagues après lorsqu'ils reviennent à la yourte. C'est assez curieux parce que dans le cas de vos événements, par exemple, des Goussines aussi, enfin, des populations qui vivent dans le grand froid comme ça, dans des situations où la démographie est assez faible, la densité est faible, je veux dire, c'est très extensif apparemment. Or, on retrouve, parce qu'en Asie du Sud-Est ou en Amazonie, enfin en Amazonie il n'y a pas beaucoup de monde probablement, mais en Asie du Sud-Est il y a beaucoup de monde. En Asie du Sud-Est, y compris non animiste, non tribal, quoi. Il y a énormément de monde. Donc là, il y a ce respect de l'autre, cette tolérance de l'autre, ce respect surtout porté à l'autre, ou dans une maison commune, on dort à côté les uns des autres dans une grande promiscuité, chacun se respecte et il y a toujours un espace intime un peu préservé, mais quand même relativement peu intime, il n'y a pas beaucoup d'intimité, il y a surtout une espèce de... On ne cherche pas à voir, on ne cherche pas à percevoir plus qu'il ne faut, on se retient, mais en même temps, c'est très comparable puisque malgré cette densité très faible et ce vide démographique apparent, comme les grands froids concentrent les hommes dans ces yourtes ou dans ces campements, dans ces abris, finalement on se retrouve dans la même situation d'une promiscuité terrible où la forêt, c'est-à-dire l'espace non villageois, est le lieu de l'intimité. En fait. On peut vivre en couple, enfin ces jeux de couple, qu'on ne peut pas dans les maisons, on peut faire l'amour, on peut faire un enfant, on peut jouer, mais on ne peut pas jouer beaucoup, on ne peut pas jouer, il faut faire vite, etc. Donc c'est assez comparable finalement à la fin. C'est ça qui est très curieux. Mais moi j'avais une question qui concerne le retour à la forêt. L'évitement donc comment vous avez dit très bien ça d'ailleurs dans votre intitulé les réponses face aux politiques assez possessionnistes, etc. Alors ça, en Asie du Sud-Est, je crois que c'est que pour l'Asie du Sud-Est, il y a quelques années, est sorti un ouvrage très polémique sur lequel je ne suis pas d'ailleurs en accord du tout, mais bon, c'est intéressant, de James Scott à propos de Zomia, le continent perdu. Alors, ça a été traduit et publié en français très récemment. Merci à Romain de m'avoir trouvé les références que j'avais plus en tête. Donc, ça s'appelle Zomia ou l'art de ne pas être gouverné. C'est paru chez Seuil en 2013 en français. Alors, lui, cet auteur américain propose une espèce de théorie ou une hypothèse de travail où des peuples qui ne se connaissent pas entre eux, qui sont des minorités ethniques plutôt animistes, plutôt en tout cas non étatiques, refuseraient justement les grandes politiques assimilationnistes, civilisationnelles, etc., qu'on leur propose, et resteraient ou repartiraient dans ce qui est la forêt, les montagnes, etc. En réalité, il n'a pas pris en compte, à mon avis, les réalités historiques profondes de la région, où il y a toujours eu une dualité, comme vous avez signalé aussi en Amazonie, entre les hautes terres et les basses terres. Mais il reste que l'hypothèse, sinon d'un ensemble cohérent, mais au moins d'un refus ponctuel, ça et là, de plus en plus fréquent de ces sociétés, surtout par un évitement plutôt que par un affrontement. C'est ça, une stratégie. En fait, ils profitent des vides, ils profitent ils détournent les choses. Est-ce qu'il existe parce que vous avez cité les deux exemples que vous avez, est-ce qu'il y a dans ces sociétés de Sibérie par exemple au plus large, d'Amérique du Nord au plus large, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ou est-ce que c'est limité à quelques sociétés dont celles que vous avez mentionnées? Alors là, est-ce que vous parlez de ce retour à la forêt? Oui, pas un refus de ce qu'on leur propose ou ce qu'on leur impose, quoi. Le reste,
Mais ça se manifeste pas de la même manière. Par exemple, en Alaska, ça se manifeste par une grogne généralisée des indigènes contre les institutions gouvernementales et une organisation différente collective de pression aidée par des ONG par des ONG généralement environnementales. Lesquels, par exemple Bah là, en Alaska, je pense principalement au Gwich'in Steering Committee, et au Yukon Into Trouble Watershed Council, qui sont des ONG dont l'action porte principalement sur des questions de préservation de l'environnement et de refus d'exploitation pétrolière, j'en ai pas du tout parlé, mais c'est encore un autre sujet, mais qui est très très présente en fait dans ces régions. Y compris du côté russe. Côté russe, c'est le gaz et les minerais. Pas de pétrole au Kamchatka. Dans le nord, en Tchoukotka, là oui, mais là où j'ai travaillé, c'est le gaz et le minerai. Mais d'ailleurs, je pourrais revenir là-dessus après parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc voilà, donc ces ONG qui font pression pour obtenir en fait tout simplement plus de droits tribaux et sur les terres sur lesquelles les Gwich'in vivent, et ça vient vraiment se placer sur repousser les grandes industries pétrolières et se réapproprier petit à petit les terres tribales. Mais ça a dû. Mais là, ça c'est vraiment du côté américain. Parce que justement il y a quand même un discours politique qui est possible côté américain, et donc il y a ce discours politique, mais par contre c'est depuis les villages indigènes. Mais est-ce que c'est limité au Gwich'in, ou est-ce que c'est lié par exemple au mouvement Lakota, etc., plus au sud? Oui, en Amérique, tous ces mouvements sont quand même vraiment, c'est connecté, ça vient s'alimenter, interalimenter, etc. C'est très lié. Et surtout avec l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui au Canada, là où ils sont en fait beaucoup plus avancés entre guillemets dans cette reconnaissance des droits tribaux, de la langue, une revalorisation des langues indigènes qui est très très forte au Canada, qui est beaucoup moins côté américain. Mais en Russie, en fait, on n'en est pas, sans dire que ce soit une évolution souhaitable, parce que je pense qu'il y a plusieurs formes d'évolution, mais en tout cas, on n'en est pas du tout là. Il n'y a aucune forme il n'y a pas de discours politique réel. En tout cas, il est complètement sous-jacent. Disons que c'est des formes, leur subversion à eux, elle passe par d'autres formes qui sont... Discrétion aussi. Voilà, mais qui n'est pas... Il n'y a pas d'action qui est prise pour dire on veut vivre autrement. Il y a une répression possible, c'est-à-dire que les sociétés-là, par exemple, quand elles sont attrapées pour contrebande ou pour opposition politique un peu trop visible, même si c'est très peu existant ou très peu visible justement, est-ce qu'il y a une répression? Est-ce qu'il y a des risques plus qu'en Alaska? Est-ce qu'elles ont des risques physiques d'élimination, de mise en prison, est-ce que c'est coercitif? Ouais, pas plus qu'en Alaska. Non, pas plus. C'est pas plus qu'en Alaska, mais ce que je voudrais dire, c'est que en fait ce que vous avez dit sur profiter des vides, c'est exactement ça en fait. Le truc, c'est que là, en Alaska, moi, je n'ai pas connaissance d'un groupe reparti en forêt, tel que c'est le cas dans plusieurs communautés en Sibérie. Et je pense que c'est vraiment ce rapport à la crise, pas seulement la crise environnementale comme j'ai pu travailler en Alaska, mais la crise généralisée à un moment donné où, comme le dit Daria, la lumière s'éteint, qui permet d'aller réinvestir des territoires qui ont été complètement déshérités. Et c'est là où le retour, entre guillemets, à la forêt de Daria et des siens est intéressant, et parce qu'ils profitent d'un vide, dans le sens où on pourrait dire, ah, mais ils reviennent sur
un territoire ancestral sur lequel, enfin, qu'ils ont perdu à cause de la collectivisation et qui viennent réinvestir parce que justement là ils en ont le droit. Mais en fait pas du tout. C'est pas du tout. En fait, ce lieu pour eux n'est pas un territoire ancestral. Déjà, ce sont des nomades. Ils viennent de l'Altaï. Ils ont envahi entre guillemets le Kamchatka au XVIIe siècle. Et ils ont été. Ils sont limités par les océans. Là. Voilà, et ils ont été, pendant la collectivisation, ils ont été donc répartis en brigades avec d'autres indigènes, donc là des Koryak principalement, si les Italmens, il n'y en a pas beaucoup. Par les autorités communistes. Par les autorités communistes, et Tfayan, donc c'est quand même... attends, oui, je ne sais pas toi. Là, voilà, vous voyez en fait les points où il y a les camps de chasse. Bon, bah, Tfayan, donc... là, ici. En fait, ici, voilà, aujourd'hui, il reste que ça. Mais en fait, dans les années 40, il y avait 50 habitants, enfin entre 50 et 80 habitants, en tout cas 50 tout le temps. Maison ou habitants Non, 50, c'est quand même énorme en fait, on se rend pas compte, mais comme c'est tellement des petites densités, c'est vraiment beaucoup. Il y avait 50 habitants tout le temps, et puis jusqu'à... Ouais, mais c'est beaucoup pour là-bas. Et voilà, c'est une ville. Et en fait, dans les années 40, donc il y avait à la fois des familles Koryak et des familles Even qui ont été regroupées ici et qui faisaient marcher en fait un kolkhoz éloigné, mais un kolkhoz quand même. Comme Esso est un kolkhoz, là c'est un kolkhoz. Et en fait, dans les années 60, ce kolkhoz a été dépeuplé, 60-70, parce qu'en fait, il n'était pas rentable. Les kolkhozes, est-ce que les étudiants dans la salle ne comprennent pas ce que c'est ou tout le monde l'a compris? Alors, vous pouvez préciser? Oui, c'est des fermes collectives soviétiques dans lesquelles on met en commun le travail pour produire des biens collectifs qui vont... ouais, je sais pas comment vous définir ça. C'est une exploitation collective, mais elle est moins contraignante que les sovkhozes déjà. C'est juste que c'est plus petit en fait. C'est une ferme, ferme collective. Ça existe encore maintenant sous cette forme ou même sous une autre forme? Non, c'est fini. Oui, je sais pas. Là, par exemple, on pourrait dire que c'est une ferme. C'est une ferme. C'est un camp de chasse collectif puisque tout circule, tout est échangé, etc. Mais bon, il n'y a pas cette même idée de l'État. Est-ce que l'État les force à se sédentariser? C'est fini, quota des questions. Non, mais parce que on a du temps. Et c'est intéressant. Attendez, parce que je voulais dire quelque chose. Oui, non, oui, juste. Alors, je veux juste finir sur ce que je suis en train de dire. Donc, dans les années 70, tout le monde est parti. Et à l'occasion, en fait, de la chute de l'Union, ils sont revenus là, en fait. C'est-à-dire que là, sur les terres en fait, avant, c'était un village, ils ont réinvesti le kolkhoz, qui est devenu finalement aujourd'hui leur territoire ancestral. Enfin, en tout cas, c'est même pas vraiment un fantasme, parce qu'ils connaissent ces forêts mieux que personne et qu'ils ont des relations d'ordre animiste avec les non-humains qui le peuplent, etc. Mais voilà, c'est juste pour montrer en fait comment cette espèce de coup du sort ou de retour de l'histoire que je trouve très drôle en fait et qui est assez beau aussi. Voilà. Profiter des vides. Moi je voulais juste poser une question là, pardon, je laisse la place. Ouais. Parce que là, ça donne à mon avis aussi l'inspiration à des étudiants que je connais qui travaillent aussi sur la question. Et deux questions très brèves. Tu as parlé des rêves. Donc j'aimerais bien savoir si on peut être espionné quand tu rêvais. Et je pensais à l'article d'Edouard Ocon, comment les chiens rêvent. Si aussi ils regardent les animaux rêver, ils observent les animaux rêver. La première question. Et deuxièmement, aujourd'hui on a vu très bien, je connais assez bien ton travail, donc ce retour pour des questions plus politiques. Mais j'aimerais bien que tu évoques aussi, vu que tu as travaillé beaucoup là-dessus, on a aussi écrit des choses ensemble, ce retour aussi lié plutôt à des questions de cette double menace, d'un côté le changement climatique et de l'autre,
l'exploitation des ressources, qui finalement c'est la cause de l'autre, et expliquer un peu plus, nous dire quelque chose, même si tu bascules sur Alaska, de le métamorphose des relations justement en humain à cause de cette double menace, on va dire, exploitation pétrolière, voire du gaz, et de l'autre côté le changement climatique. Attends, tu peux spécifier ta dernière question, s'il te plaît? Le retour en fait en forêt, lié aussi à le changement des relations en humain à cause du changement climatique et de l'exploitation pétrolière et la relation en humain qui change à cause de tous ces phénomènes qui ont lieu dans ces deux territoires. Enfin, qui change ou qui est réactualisé, oui, d'accord. Oui, bien sûr. Ok. Ok. Est-ce qu'il regarde... en fait, là-bas, il n'y a pas vraiment d'animaux domestiques. Donc, on peut pas... Enfin, il y a des chats dans les yours, mais j'ai jamais vu personne qui observe un chat rêver. Par contre, il y a l'idée que lorsqu'on rêve d'un animal, l'animal nous rêve aussi. Mais comme c'est difficile d'observer, par exemple, comment un aigle rêve, ou même un ours en hiver rêve dans sa tanière, mais généralement, par exemple, si on rêve d'un ours en hiver, c'est que lui nous rêve aussi du fond de sa tanière. Et donc, il y a toujours en fait ce double mouvement où ce qui est en train de nous submerger, de nous arriver, est aussi en train d'arriver à celui qu'on rêve, qui nous rêve en fait. Et il y a toujours cette espèce d'incertitude. C'est pour ça qu'il faut au matin se raconter, il faut discuter de ce qu'on voit la nuit en fait. Même si c'est très intime, là pour le coup c'est très important le matin dans l'entre-soi de dire bah tiens j'ai vu ça. Ah bon mais alors et d'essayer en fait on essaie d'élaborer ensemble collectivement des théories en fait sur c'est pas que de la symbolique en fait parce que c'est une symbolique, s'il y a une symbolique il y a une symbolique de l'ordre de si on rêve de chevaux c'est plutôt positif, si on rêve de poissons si on rêve de poissons c'est plutôt positif, si on rêve de chevaux c'est qu'il va faire mauvais, il y a des choses comme ça mais elles sont c'est minoré par rapport à plutôt à la réflexivité que chaque matin le rêve procure sur tiens, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'environnement qui nous entoure. Plutôt que de calquer, de dire j'ai rêvé de chevaux, donc c'est ça. Ça existe, mais c'est pas. Voilà, c'est pas le plus. C'est pas le plus important. Que je vais vous envoyer, enfin, vous connaissez probablement, mais très précurseur, qui a été publié en 1917, de Émile Kemlin. C'est les songes et leur interprétation chez les Renao, c'est un groupe Bana du Vietnam, et c'est le premier ethnologue scientifique français véritablement moderne, et qui s'intéresse à ces choses de la même manière, c'est-à-dire c'est exactement la même approche chez une population qui tient compte des présages pour leur vie de tous les jours. Donc je pense que ça vous intéressera, à titre comparatif, pensez sur le minorité du Vietnam, mais vous devriez enfin, on attend la publication sur ça parce que c'est un domaine qui est très intéressant. Oui, ben ça sera dans un prochain livre. Ah bah, il y a une question de... oui, pardon, je vais juste finir de répondre à Jérémia. Brièvement parce que c'est un énorme, enfin tu sais bien que c'est un... Je sais, même quelques pistes pour donc face à la fois aux métamorphoses environnementales et aux pressions gouvernementales, on se retrouve dans une situation dans le Grand Nord où notamment, je dirais que là pour le coup c'est plus le cas en Alaska parce que vraiment les métamorphoses environnementales sont beaucoup plus visibles parce que c'est plus au nord tout simplement, donc les changements écologiques sont plus dramatiques. Au Kamchatka, on a encore un peu l'illusion que ça tourne, ça marche, les poissons reviennent, etc. Mais c'est pas du tout le cas en Alaska. On est déjà vraiment dans une rupture de cycle. Bref, face à ces changements qui sont quand même hyper rapides et brutaux sur ces 10-15 dernières années, les indigènes, moi en tout cas les Gwich'in avec lesquels j'ai travaillé, expriment une forme de
espérances, en tout cas, ils disent eux-mêmes que leur sens commun ne fait plus sens, qu'ils n'arrivent plus à savoir où vont être les animaux, ni même s'ils vont revenir, que les saumons, par exemple, remontent dans des rivières dans lesquelles ils ne remontaient pas auparavant, que les caribous ne migrent plus au même moment à leur période de chasse traditionnelle, que les élans sont de moins en moins nombreux, qu'ils se cachent, etc. Et donc face à ça, une espèce de, à première vue, comment dire, de panique un peu généralisée en fait, on ne comprend plus le monde dans lequel on vit et on ne se comprend plus nous-mêmes. Mais ça, en fait, pour moi, c'est la première couche, le premier aspect visible qui se dégage de la crise écologique à l'heure actuelle dans le Grand Nord. Mais il y a un deuxième aspect sur lequel moi j'ai décidé délibérément d'approfondir parce que je suis en fait profondément une optimiste, qui est que en fait à l'occasion de cette crise, les indigènes sont forcés en fait à être réflexifs et en fait à repenser, à revenir à des formes que eux-mêmes ont produites, notamment dans leurs mythes, mais qui sont la plupart du temps, qui restent à l'état, qui sont passés sous silence ou qui sont à l'état latent, et qui finalement ressurgissent avec l'action du changement, des métamorphoses environnementales. Et notamment, pour donner un exemple, la question de l'hybridité, qui est une question aujourd'hui, de l'hybridation, qui est une question majeure en subarctique et en arctique à l'heure actuelle, parce que les animaux ne sont plus vraiment reconnaissables, parce qu'il y a des espèces comme les ours polaires qui descendent au sud parce qu'ils ne trouvent plus à manger sur la banquise, que d'autres espèces remontent au nord parce qu'avec les forêts brûlées, en fait, l'herbe repousse beaucoup mieux, et que donc, par exemple, il y a de plus en plus de lapins dans les forêts subarctiques, et que donc des félins comme les cougars les suivent et s'en nourrissent, et que en fait il y a aussi des mélanges entre espèces, des hybridations qui se font, comme par exemple un sujet sur lequel j'ai travaillé avec Baptiste Morisot l'année dernière, les loups et les coyotes, qui n'étaient scientifiquement censés pas pouvoir se reproduire, mais qui en fait se reproduisent. Les ours blancs et les grizzlies, qui en fait on se rend compte qu'ils sont aussi totalement interféconds, et donc on voit de plus en plus d'hybrides. Et donc ces hybrides réels, entre guillemets, donc on pourrait se dire d'un premier côté, voilà, ça illustre le chaos de ce qui est en train de se passer, mais en fait ces formes ont déjà été pensées dans tous dans la plupart des histoires animistes qui se racontent entre eux, parce que ça ne traite que de ça, en fait, d'un temps d'avant la spéciation, où tout est encore possible, et où justement on explore différents modes de relation entre des altérités pour voir finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir en sortir, par des ruses, des mesquineries. On explore les possibles, en fait. J'aime beaucoup d'ailleurs ce qu'Anne-Christine a dit, on réfléchit à la bizarrerie du monde, mais c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est très beau. Et finalement, je trouve que c'est quelque chose d'assez génial qui est en train de se passer si on voit les choses comme ça, parce que c'est comme si, en fait, cette espèce de temps de la genèse du mythe, entre guillemets, en tout cas de ce qui est pensé, représenté dans ce temps-là, affleurait aujourd'hui à la surface du réel, disons, de ce qu'on est en train d'expérimenter de manière très actuelle, et qui venait s'incarner, en fait,
dans des formes contemporaines, ce qui fait que, ce qui nous permet de dire que il va falloir faire dialoguer de manière beaucoup plus proche ce qu'on plaçait du côté des histoires et de la mythologie et ce qu'on place du côté de la réalité vraie de ce qui s'incarne dans le monde. Enfin, bon, voilà. J'avais la question justement, il y a un petit rapport avec cette question de l'obligation abordée et que j'ai un peu de mal en fait à faire à conjuguer avec d'un autre côté la rupture apparemment entre par exemple ce clan et le reste du groupe qui a préféré rester. Et enfin, vous avez l'air de dire que ceux qui sont restés voient ce clan comme des renégats et des obligations en ambiance. Bien sûr. Effectivement, il y a ambivalent parce qu'eux-mêmes mettent en valeur un certain folklore qui a quand même, je pense, des liens avec cette façon de vivre. Je voulais savoir si vous pouviez un peu développer la relation actuelle de vos dossiers. Du point de vue de ce clan, comment eux voient en fait, ce qui s'est passé. Si vous pouvez développer leur relation, en plus que j'imagine qu'ils sont quand même en contact à certains moments, notamment quand ils vendent des produits de l'industrie du luxe, peut-être. Oui, quand tu La confrontation des deux qui sont issus d'une culture de la Oui, si, non seulement ils sont issus d'une culture semblable, mais ils sont tous évènes, en fait. Donc, au Kamchatka, en tout, des évènes dans Sibérie, il y en a à peu près 19 000. Et au Kamchatka, ils sont 3 000. Donc, c'est pas beaucoup. Mais sur ces 3 000, la plupart des évènes, en fait, ont fait le choix, enfin, ou n'ont pas fait le choix, en tout cas, continuent de vivre dans les villages. Et en fait, le choix, peut-être que j'ai pas assez insisté là-dessus, mais le choix de ce clan familial de repartir, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que c'est pas du tout la majorité, c'est en fait une minorité. Disons que c'est moi qui fais le choix de m'intéresser plutôt à cette minorité-là qui a fait un choix subversif par rapport au reste de la communauté. Mais les rapports sont plutôt mauvais, ouais. C'est de leur côté, c'est assez marrant d'ailleurs. Par exemple, Daria, la mère de famille, elle a grandi dans la forêt et sa mère dansait tout le temps. Donc en fait, il y a des danses notamment d'imitation en fait des animaux de la forêt qui sont à la fois comme une sorte de blague qu'on aime en fait imiter la marche prétentieuse du Grouchari, qui est une espèce de gros coq tétra qui vit dans les forêts, à imiter le côté mesquin et rusé et coquet du renard qui se déplace en forêt, etc. Donc bref, avec le côté pâteau de l'ours. Et donc Daria connaît toutes ces danses parce que sa mère lui a transmises. Ce ne sont pas du tout les danses qui ont été scénarisées, il y a vraiment c'est très inspiré en fait de la culture du ballet russe en fait, ces danses dans les villages. Donc ils sont vraiment différentes des danses de la forêt, mais Daria ne se sent pas de danser par exemple face à ses fils. Parce que le choix en fait de repartir vivre en forêt veut dire pour eux qu'on vit la vraie vie, entre guillemets, et qu'on ne fait pas du folklore. Ce qui fait qu'eux-mêmes se sont coupés de toute une esthétique et un rapport au monde qui était extrêmement important pour eux, historiquement, mais qui aujourd'hui, s'ils chantent ou ils dansent, ils se mettent dans la position où ils donnent à voir quelque chose
qui pour eux est de l'ordre de ce que font les événements des villages, qui le font pour les touristes, qui avant le faisaient pour l'État et qui aujourd'hui le font pour les touristes. Mais en gros, c'est très dévalorisé. Et donc Daria, parce que moi, bien entendu, j'ai toujours envie qu'elle me chante des chansons et qu'elle me montre parce que je trouve ça passionnant. Quand elle veut me montrer, elle est obligée de partir on part en forêt, toutes les deux. Et là, elle danse, elle chante, elle fait les chants de gorge, etc. Mais dans la maison, c'est ce qui est extrêmement paradoxal parce que finalement, il y a un côté très foisonnant de la danse et de la musique dans les villages et un espèce de silence et de sobriété extrême de ceux qui justement ont décidé de repartir en forêt pour se relier de nouveau aux non-humains, pour être autonomes, etc. Mais aussi pour reprendre cette vie onirique. Mais visuellement, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Alors que dans les villages, espèce d'impression de luxuriance de la culture exhibée comme si c'était quelque chose de vraiment de très très vivant. Par contre, ceux qui dansent, oui d'ailleurs il y a un entretien que j'avais fait avec quelqu'un qui est un danseur d'Esso, après plusieurs verres de vodka, m'avait dit que donc il avait vraiment cassé ceux d'Itcha en disant que c'était vraiment des parias, qu'ils avaient tout perdu, etc. Et puis après plusieurs verres de vodka, il avait quand même dit que finalement, moi de toute façon, j'ai plus de territoire de chasse, j'ai plus de rennes, j'ai plus de territoire de chasse. Et qu'est-ce qui me reste? Et il avait dit danser. Et je trouvais que c'était très voilà, c'est très révélateur de mais ouais, c'est vraiment intéressant. Bonjour, Jean-Pierre Coty, étudiant en ethnologie, jeunesse pour la conférence. Je souhaitais savoir aujourd'hui quelle place ont les autochtones dans la culture de la Fédération de Russie, sachant que depuis la fin de la perestroïka, il y a eu plutôt une image, ils ont réussi à surpousser pour une image moderne, européenne, avec on s'accent plutôt sur l'Ouest. Alors, quelle place aujourd'hui pour la culture autochtone en Russie, si vous voulez il y a quand même, je pense, mais je suis pas la seule. Par exemple, Charles Stepanov, avec qui je travaille pas mal, enfin avec qui je travaille beaucoup, il pense aussi ça, qu'il y a quand même une relative continuité entre l'époque soviétique où vraiment il y avait cette valorisation de la diversité des cultures unies dans une même nation socialiste. C'était le discours que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est encore vraiment très, très présent. Même si c'est plus dans une même nation socialiste, mais c'est en tout cas la Russie, en tout cas le discours qu'elle prononce aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est on est une diversité de cultures dans une nation forte. Et ces groupes en fait de danse tels que là l'ensemble, ça s'appelle des ensembles en fait, mais donc au Kamchatka par exemple, il y a deux grands ensembles. Il y a l'ensemble Mengo de danseurs koryak et l'ensemble Norgali de danseurs Even. En fait, ils se produisent de partout en Russie. C'est qu'ils ont en fait des subventions pour voyager partout en Russie et montrer en fait leur danse, leur tradition, etc. Et c'est comme ça dans presque tous les villages indigènes. Dans chaque village indigène, il y a une Dom Kultur, c'est une maison de la culture, il y a un musée. C'est une chose impensable en Alaska, par exemple. Ça n'existe pas, mais il y a un tel attachement en Russie à cette idée de la grande culture. La culture, il y a une grande, c'est qui passe par la diversité. Que c'est encore très très présent. Alors ça fait j'ai pas du tout envie de prononcer de jugement de valeur sur ce que c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, ce que ça produit, c'est qu'il y a des traditions, on va
va dire, tout l'aspect visible de ces cultures est beaucoup plus préservé que du côté américain, par exemple. On peut pas dire le contraire. Quand on arrive au Kamchatka, moi, avec mon bagage alaskien, où il y a quand même vraiment une pauvreté des formes, par exemple, la Fort Yukon, c'est quand même, bon, il y a rien au niveau objet rituel, au niveau vêtements traditionnels, il y a rien. Ce qui m'a poussé d'ailleurs au début, j'ai cru que j'allais rien trouver, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dû désinstitutionnaliser l'animisme pour essayer de le comprendre différemment. Alors que là, en Sibérie, et j'ai compris pourquoi mon collègue Charles Stepanov a écrit ce qu'il a écrit, c'est que quand on arrive, on se dit, mais c'est pas possible, mais c'est partout, en fait. C'est foisonnant, c'est génial, il y a des chamans, enfin, on nous parle de chamans et des âmes et de ci, et on nous montre des danses, et on se dit, mais c'est magnifique. Sauf qu'il y a une contrepartie à ça, qui est que, en fait, ça, c'est ce qui a été justement promu par l'institution, mais par contre, on ne parle pas politique, on ne parle pas des droits territoriaux, on ne parle pas des expropriations, etc. Donc la culture, entre guillemets, beaucoup plus visible, mais la question des politiques territoriales, par exemple, complètement passée sous silence. Exact inverse de ce qui se passe côté américain. Alors, je suis pas structuraliste, mais quand même, d'un point de vue des institutions, c'est tellement visible que je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. C'est le pendant inverse où politique territoriale, c'est ce dont les indigènes parlent, et par contre, tout l'aspect, disons, visible d'une culture qui serait différente, c'est beaucoup plus enfoui, il faut aller les chercher beaucoup plus loin, et il y a eu un passage sous silence beaucoup plus important, qui est lié aussi, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'est pour dire que c'est vraiment intéressant. Côté Alaska, c'est les protestants qui sont les premiers colons qui sont venus chez les Gwich'in. Et donc il y a vraiment eu un passage à tabac des esprits et des êtres non extraordinaires, non humains de la forêt. Alors que je pense que côté russe, bon, bah les orthodoxes, je pense que, genre, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'était quand même pas aussi fort que les protestants, et surtout après, il y a eu le passage du communisme où il y a eu un espèce de vide religieux. Enfin, disons que c'était, mais du coup, il fallait le remplir par quelque chose. D'où, en fait, je pense aussi ce côté très foisonnant, enfin, qui reste foisonnant de ce qu'on dit de ce que disent ces indigènes sur leur rapport au monde. Vous avez mentionné au début que un des éléments de ressenti des villageois qui étaient restés, c'était que ceux qui sont partis, c'était notamment un de subvention. Il faut savoir si en fait aujourd'hui il y a cette idée d'économique et de fait d'être aussi politique, et un élément de logique de justification parmi ceux qui sont partis de cette séparation du fait de rester avec elle. Non, je dirais pas que c'est une justification, mais en tout cas, c'est certainement c'est quelque chose dont ils sont fiers. Il y a vraiment une fierté de ne plus dépendre de l'État pour vivre. Daria répète toujours ce mot Samasamatielnas, c'est vraiment c'est l'indépendance en fait, c'est-à-dire ne compter que sur soi. Et pour elle, c'est un retour à quelque chose qui devait avoir cours avant l'époque communiste. Et ça lui tient énormément à cœur, et elle dit que même si elle aime pas entre guillemets le système capitaliste, qu'elle se rend bien compte que bon, c'est pas génial non plus, mais que en même temps, s'il n'y avait pas eu ça, cette crise et ça aujourd'hui, elle aurait pas pu se réapproprier cette indépendance. Et donc elle le voit comme une forme de libération et de fierté. Après, bon, les subventions
étatique dans les villages pour les indigènes, ça, comment dire, ça les maintient dans un état de précarité qui n'est pas dramatique, mais qui est quand même un état de précarité. C'est-à-dire qu'évidemment que dans la forêt, même si les Russes sont persuadés qu'ils vivent comme des sauvages, ceux qui vivent dans la forêt vivent 100 fois mieux que ceux qui vivent dans le village, en fait. En réalité, parce que du coup, déjà, ils font leur propre argent et puis ils ont beaucoup plus de ressources autour d'eux pour vivre, construire les maisons, etc. Donc, ils n'ont pas besoin d'acheter tant de choses que ça. Et en plus, ils font plus d'argent tout simplement parce que ça, je trouve ça passionnant, cette idée que aujourd'hui, les produits de luxe du monde, que la modernité recherche, se trouvent justement dans ces forêts lointaines. Et eux sont là, en fait, à la base de ce truc-là et se servent de ça pour pouvoir continuer à habiter. En fait, c'est ça, comme une espèce d'instrumentalisation de notre goût à nous pour eux pouvoir continuer d'être animistes dans leur forêt, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Derrière. On n'entend pas. Je suis étudiant en master de l'anthropologie. C'était pour revenir au rêve sur mon terrain, donc au Gabon. Le rêve, en fait, les gens qui rêvent sont. La sorcellerie est en majorité liée au rêve. En grande majorité, la sorcellerie, les attaques sorcellaires on va un peu dans les détails, mais sont liées aux gens qui rêvent, en fait. Je veux savoir, les rêves, c'est plutôt divinatoire, chamanisme. Oui, on peut appeler ça des rêves chamaniques, ouais. Ouais, c'est pas divinatoire au sens de savoir ce qui va se passer demain, c'est plutôt ce que j'essaie de dire quand je dis c'est être informé, avoir plus d'informations sur la teneur des relations à venir, sur la couleur de ce qui va advenir, plutôt que il va se passer ça. C'est plutôt la teneur des relations, je pense, qui est en jeu. Mais divinatoire, non. Nous allons maintenant remercier nos conférencières et l'assistante.